Salut Booktube! La vidéo qui va conclure cet ensemble de récapitulatifs de mon année 2022. Vous l'attendiez, je pense, il s'agit de la vidéo de mes meilleures lectures, mon top, la crème de ce que j'ai pu lire en 2022. Comme je l'avais dit dans mon bilan, il y avait trop peu de livres que j'ai vraiment trouvé au-dessus des autres pour faire un top 10, ce qui m'a un petit peu déçue. Et du coup, j'ai décidé de faire un top 5. J'en ai profité pour faire quelques mentions honorables. Je trouve que ça sonne vraiment différemment de Honorable Mentions en anglais, mais c'est pas le propos. Et je triche un petit peu puisque les sagas sont ensemble et ne comptent que comme un seul. Mais d'un autre côté, il n'y a que 2 sagas, donc ça passe. Je pense que si vous me suivez depuis un moment, aucun ne va vous surprendre plus que ça, mais c'est toujours sympa de voir un petit peu les meilleures lectures d'une année, je trouve, et j'avais hyper hâte de faire cette vidéo, et donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer, comme je l'ai dit, par les mentions honorables. En premier, on a Starsight et Cytonic, donc les tomes 2 et 3 de la saga Skyward ou Vers les étoiles de Brandon Sanderson, et je leur ai attribué le prix Brandon Sanderson ou le prix Branderson pour celles et ceux qui ont la ref, parce que voilà, j'avais la flemme de trouver un titre de prix et que c'est Brandon Sanderson, et donc voilà. La deuxième mention honorable, je vais le donner pour la saga Capitale du Sud et en particulier pour le tome 2, les 3 Lucioles, pour le prix de la meilleure découverte et la meilleure surprise de l'année, puisque j'ai vraiment adoré et j'ai trouvé que c'était d'une qualité absolument impressionnante, que ce soit au niveau de la plume, que ce soit au niveau de l'univers, de la narration, des personnages, etc. J'ai vraiment trouvé que c'était extrêmement bien et je ne m'attendais pas à avoir quelque chose d'aussi génial, et donc vraiment c'était une extrêmement bonne surprise. Si vous avez regardé le live où on en parle, je ne sais plus s'il va arriver juste avant ou juste après cette vidéo, mais on a vraiment été unanime avec Plop et avec les autres qui l'ont lu, avec qui on a pu échanger. Vraiment, tout le monde a vraiment beaucoup aimé, encore plus que le tome 1. Je trouve que c'est vraiment au-dessus alors que le tome 1 était extrêmement bien. Si vous aimez la fantasy politique, vraiment, c'est un must-read et vraiment je trouve que c'était extrêmement qualitatif. La dernière mention honorable ira à Orgueil et Préjugés de Jane Austen pour le prix de la meilleure romance. Parce que c'est vraiment une lecture qui m'a marquée et que j'ai aimé beaucoup plus que ce que je n'attendais. Et une romance que je shippais incroyablement, donc j'ai été obligée de le mentionner quand même. Je pense que vous savez tous de quoi il retourne, donc je ne vais pas en parler plus longtemps. De toute façon, pour tous les livres dont j'ai parlé là, il y aura forcément une dernière lecture qui en parle, sauf pour Skyward où je l'avais lu avant de commencer la chaîne, mais pour les autres, on en parlera toujours dans une dernière lecture, donc vous pouvez vous référer à ça, je les mettrai en description et aussi dans le petit i, donc n'hésitez pas à aller voir à la fin de cette vidéo. Je commence mon top du coup avec en 5e position le livre D'or et d'oreiller de Flore Vesco, qui est une réécriture très originale de La princesse au petit pois, jeunesse / young adulte, on est un petit peu entre les deux, et qui traite de beaucoup de choses, notamment de la condition féminine, de l'émancipation féminine et de l'éveil de la sexualité et du plaisir féminin, ce que je trouve hyper intéressant, qui est toujours sublimé par la plume absolument incroyable de Flore Vesco, qui est tout en douceur, tout en poésie, tout en justesse, tout en finesse, avec des éléments de fantasmagorie qui viennent sublimer tout ça. Et c'est vraiment ce côté poétique / horrifique, nuancé et très beau qui a fait que ce livre était vraiment une pépite pour moi et qui a fait que je le mettais dans ce top. Je pense que sans cette plume, l'histoire m'aurait paru assez pauvre, mais pourtant Flore Vesco arrive à faire passer tellement de choses, tellement de messages en sous-texte, en subtilité. Dans un livre aussi court, c'est vraiment remarquable. Et l'histoire finalement s'enchaîne extrêmement bien, pas du tout prévisible, même pour un livre jeunesse, c'est une réécriture de conte extrêmement originale, ça se dévore tout seul en une seule fois, vraiment c'est parfait, donc je vous encourage vraiment à le découvrir si ça vous intéresse. En 4e position, je pense que comme pour tous les livres, vous allez me dire, vous vous en douterez et ce ne sera pas une surprise, j'ai mis un psaume pour les recyclés sauvages, donc A Psalm for the Wild Bill de Becky Chambers, le premier tome de la saga de Moine et de Robots. À l'heure où je filme cette vidéo, je suis en train de tout juste commencer le tome 2, donc je ne peux pas dire s'il est meilleur ou pas que le premier tome. Peut-être qu'il sera un petit peu
dans un entre-deux des deux années. Mais comme tous les Becky Chambers, Moine et Robot, c'est un roman qui est tout doux, plein de bienveillance, plein de richesse, encore une fois de poésie et de beauté, que ce soit la beauté de l'espèce humaine, même si on a tendance à l'oublier, mais il faut se rappeler que quand même il y a des points positifs dans l'humanité, mais aussi la beauté de la nature, de ce qui nous entoure, de trouver un sens à son existence avec ce qui nous entoure, la rencontre avec l'altérité, la rencontre avec la différence. Comme souvent, ça aborde énormément de thématiques différentes et ça le fait toujours de façon très subtile, de façon très douce et qui nous fait nous rendre compte à quel point tout peut être beau, tout peut être positif. Et Becky Chambers, de toute façon, je ne le répéterai jamais assez, c'est l'acmé du solarpunk, de la science-fiction positive. C'est la plus belle chose qu'on puisse avoir dans ce genre. Si vous voulez un texte qui fait du bien et de la science-fiction mais très accessible, honnêtement vous n'êtes pas obligé d'avoir énormément d'habitude de la science-fiction pour lire ces livres, c'est hyper accessible, encore plus pour Deux moines et deux robots. Et en même temps un côté très positif, ce qui fait peur parfois dans la science-fiction, c'est ce côté un petit peu post-apocalyptique, dramatique, guerre intergalactique, etc. Là, on n'est pas du tout là-dessus, c'est vraiment des histoires humaines, fondamentalement proches de nous, à notre échelle finalement, et c'est pour ça qu'on peut vraiment connecter avec les personnages, même si leur vie est si différente de la nôtre. En fait, ça reste des humains, ça reste des personnes, et du coup, on peut vraiment connecter avec eux et apprendre à leur côté tout ce qu'ils vont eux aussi apprendre. Et dans ce livre, c'est la rencontre avec l'autre, avec les robots, donc qui n'ont pu rencontrer d'humains depuis des générations, et donc c'est vraiment rencontrer l'autre et découvrir la différence, découvrir l'autre avec une bienveillance, encore une fois sans jugement. Et c'est vraiment pour ça que moi et beaucoup d'entre nous, j'adore Becky Chambers, et si vous ne l'avez toujours pas découverte, vraiment je vous encourage à le faire. Ensuite, à la troisième place du classement, un texte un petit peu moins accessible, surtout qui n'a pas encore été traduit, mais de façon assez ironique, je pense que ça le sera. Il s'agit du texte linguistique que personne n'attendait, mais qui est absolument bienvenu, et j'ai nommé Babel de O.F. Kuang. J'ai fait le choix de le prononcer à la française, puisque de toute façon, il y a un débat sur la prononciation en anglais. Donc au moins là c'est fait. Pour le moment, comme je l'ai dit, il n'a pas été traduit, ce qui serait assez drôle puisque je pense qu'il va l'être, puisque ça a fait un carton monstre aux États-Unis, mais c'est assez drôle puisque un des thèmes centraux du livre est que toute traduction est une trahison et ne fait pas justice et doit tordre les propos de l'auteur ou de l'autrice, ce avec quoi je suis un petit peu d'accord. Mais du coup ça me fait toujours rire quand je pense à la traduction de Babel. Pour le coup c'est assez peu accessible en anglais, on se centre sur l'étymologie, sur la langue, sur la linguistique, donc c'est quand même des sujets qui sont assez riches, assez denses. C'est un livre qui se lit lentement, c'est un livre qui est très dense mais qui est hyper intéressant. Parfois on a un peu plus l'impression d'avoir un manuel de linguistique entre les mains, mais moi j'ai adoré ce côté-là. Je trouve que c'est hyper intéressant. Se servir de la langue, se servir de la portée de la langue, des mots, de l'évolution des mots au fil des générations, au fil des langues, et voir d'où un même mot en plusieurs langues peut venir pour avoir les distorsions qui se sont effectuées, et utiliser ça dans un système de magie, c'est vraiment extrêmement intelligent, et je trouve que O.F. Kuang est hyper talentueuse pour le mettre en place, puisque le système de magie dans cet univers, il s'agit de barres de fer, et en gros sur une face de la barre de fer vous allez écrire un mot et sur l'autre face un mot dans une autre langue, et en fait le pouvoir de cette barre de fer va être la différence et la nuance qui est perdue dans la traduction. Et donc vraiment toute la première partie du texte va se centrer sur quel est l'impact de la langue, de la traduction, et on a également petit à petit qui vient se greffer à ça l'influence de la culture de façon générale et l'influence du colonialisme et de vouloir effacer les cultures des autres et de vouloir s'en servir à son propre escient, puisque en fait Babel est donc au Royaume-Uni, puisque Babel est au sein de l'université d'Oxford, et donc le Royaume-Uni va essayer de coloniser et d'envahir toujours plus de pays,
pour avoir accès à plus de langues et donc pouvoir augmenter leur puissance et la puissance de leur barre de fer. Et donc vraiment c'est utiliser la culture et la langue de l'autre pour leur propre intérêt et leur intérêt purement égoïste et mercantile. Il y a tout aussi un discours sur la mondialisation également, en plus du colonialisme, qui fait que en fait plus les échanges entre quelques pays vont se faire, plus les langues vont se rapprocher, on va perdre ces différences de traduction et moins les barres de fer finalement vont être efficaces. Et donc par exemple, ils se rendent compte qu'au fil du temps entre, mettons, la France et l'Angleterre, puisqu'il y a énormément d'échanges, énormément d'interactions, et bien en fait les barres de fer marchent plus vraiment puisque les sens évoluent et finissent par se rapprocher. Et donc ils ont besoin de coloniser et d'accaparer un petit peu la culture de toujours plus de pays pour avoir vraiment ce genre de différences qui sont à leur paroxysme et qui sont le plus marquées. Et c'est vraiment ça, comme toujours dans les livres de Horace Kwang, j'en reparlerai juste après. On a cette dimension de colonialisme, de vouloir s'approprier la culture de l'autre, et la dénonciation de ça, et la dénonciation de l'objectif mercantile, commercial, de tout ça. Et ce livre fait aussi énormément de remise en question et de réalisation, et à quel point en fait on peut se mettre des œillères quand on est dans un truc, et à quel point on peut ne pas vouloir voir quelque chose de problématique, et ce que ça peut entraîner quand on commence à le voir et quand on ne peut pas nier ce qui se passe. Et en fait c'est vraiment tout ça qui est mis en place dans ce livre. Donc on a encore une fois énormément de thématiques qui sont traitées, c'est des thématiques que je trouve hyper intéressantes. Elles sont faites de façon subtile, en fait on s'en rend compte, on réalise la problématique en même temps que les personnages, qui sont extrêmement riches, et on se laisse avoir de la même façon qu'eux finalement, on se laisse manipuler en même temps qu'eux, et on voit vraiment, on comprend vraiment leur remise en question, leur réalisation, et leurs idéaux finalement qui vont évoluer tout au long du temps, et au moment où ils ne peuvent pas nier la problématique de leur univers, de leur monde et ce que eux-mêmes font dans cette problématique. Et je trouve que à l'heure actuelle, vu tout ce qui se passe dans le monde, la remise en question du capitalisme, le problème écologique, etc., ce type de remise en question, la capacité à ne pas voir ce qu'on sait, la capacité à se mettre des œillères quand on est dans autre chose, l'envie de garder ses privilèges pour survivre, tout ça c'est vraiment des thématiques et des biais qui sont au cœur de notre vie de tous les jours, et c'est pour ça que je trouve que ce texte est extrêmement actuel. Il est évidemment ancré dans une histoire et dans un contexte historique bien particulier, qui est la colonisation de la Chine et la guerre de l'opium en Chine. Mais par bien des aspects, il se rapproche de notre univers actuel, et c'est ça que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Je pense que c'était déjà beaucoup trop long, mais j'adore ce livre. Et vraiment, c'est extrêmement intéressant. Si vous êtes quand même béton en anglais, allez-y, je pense que pour ce livre, si vous avez la capacité de le lire en anglais, n'attendez pas la traduction, puisque vu la thématique du livre, je trouverais ça un peu hypocrite, mais vous faites ce que vous voulez. Encore une fois, il faut un très bon niveau d'anglais, puisque c'est assez lent, assez long à lire. Mais sinon, évidemment, je pense qu'il sera traduit, je ne sais pas si c'est prévu ou quoi, mais attendez la traduction, et vraiment, je vous encourage à le lire s'il est traduit, parce que c'est une pépite. À la deuxième position de ce top, ça commence à être vraiment des livres nettement au-dessus des autres, et il s'agit de Carrie Soto is Back de Taylor Jenkins Reid. Pareil, ce ne sera pas une surprise si vous avez vu mes dernières lectures depuis un moment. Pareil, c'est un livre qui n'est pas traduit en français pour le moment. Tous les Taylor Jenkins Reid depuis quelques livres sont traduits, donc je n'ai aucun doute sur le fait qu'il le sera. Mais si vous avez lu des Taylor Jenkins Reid, vous savez pourquoi j'aime autant ce livre, puisqu'il est plein d'une humanité, d'un réalisme, d'une justesse qui sont difficiles à croire. La force de Taylor Jenkins Reid, c'est vraiment la création de ses personnages et notamment de ses protagonistes. Et dans ce livre, on va suivre Carrie Soto, qui est une ancienne tenniswoman professionnelle qui a gagné le plus grand nombre de grands chelems, et une dizaine d'années à peu près après sa retraite, elle se retrouve au coude à coude avec une autre tenniswoman plus jeune, du coup, qui a gagné le même nombre de grands chelems qu'elle. Et donc si elle en gagne un nouveau, et ben elle va la dépasser. Et donc Carrie Soto va dire non, je veux rester au-dessus, et donc elle va revenir dans le tennis game.
et se réentraîner, et on va la suivre tout au long de ce parcours. On a également une première partie qui montre son évolution quand elle était petite, son entraînement et comment elle est devenue cette immense tenniswoman. Et comme toujours, avec les livres de Taylor Jenkins Reid, ça traite de la célébrité. C'est toujours des célébrités qu'elle met en place, et notamment dans le sport pour des célébrités féminines, et on voit tous les problèmes et tout l'égoïsme et l'envie de gagner de Carrie, et pour ça on l'aime à la folie et on a envie qu'elle gagne, qu'elle arrive à dépasser tout ça, à vaincre tout le monde, à exterminer tout le monde comme elle le dit elle. Et vraiment, Carrie est un personnage un petit peu détestable, c'est-à-dire qu'elle ne va pas hésiter à lyncher les autres, à dire qu'ils sont nuls, à dire qu'elle va les exterminer, ce qui n'est pas très bien vu par les médias. Mais en même temps, elle a une insécurité qui est assez extrême. Elle ne veut pas se livrer à d'autres. Elle est également très proche de son père et c'est vraiment lui qui la tient de bout en bout puisqu'il a été son coach pendant l'immense majorité de sa carrière de tenniswoman et que c'est un très bon coach de tennis. Et on peut voir leur relation qui évolue, les difficultés qu'ils ont eues au fil des années, notamment quand elle a décidé de changer de coach. Et donc, encore une fois, ce livre parle d'énormément de choses. Je pense que vous avez compris que j'aimais bien les livres qui abordaient des thématiques très différentes. Puisqu'en fait, c'est toujours des livres qui vont aborder des thématiques d'une vie. En fait, ça aborde toutes les facettes de la vie de Carrie et pas une seule. Et c'est pas unidimensionnel comme beaucoup de livres, et notamment beaucoup de livres de blanches ou de contemporains peuvent être, où on va avoir un message qui est martelé encore et encore de bout en bout. Et là c'est pas du tout ça, c'est toujours en subtilité. On va voir tous les pans de sa vie, tout ce que sa vie implique. On peut voir d'un côté ses difficultés avec ses relations, notamment les relations amoureuses, le fait qu'elle ait des difficultés à avoir des amis vu son manque de temps parce qu'elle est tenniswoman, et vu son caractère puisqu'elle dit qu'elle va exterminer tous ses adversaires. Ça rend pas les relations très simples. Et on voit également sa relation avec son père, l'évolution, la douceur et l'amour profond qu'ils ont tous les deux. La difficulté pour Carrie de surmonter la mort de sa mère quand elle était très petite avec des difficultés qui restent présentes. Le sexisme dans les médias, enfin voilà, ça traite vraiment de tous les aspects de sa vie. C'est pour ça aussi qu'elle est si réelle, qu'elle est si riche et qu'on l'aime à ce point. J'ai l'impression que c'est une amie. Et je n'ai jamais été aussi investie dans le tennis et dans un match de tennis de toute ma vie. Et pourtant j'aime beaucoup le tennis. Mais voilà, j'ai adoré. L'anglais est pour le coup plutôt pas mal accessible, beaucoup plus accessible que pour Babel. Si ça vous tente, vous pouvez le lire en anglais. Après je pense que la traduction va arriver incessamment sous peu. Donc je vous encourage vivement à le lire. Si vous ne connaissez pas Taylor Jenkins Reid, ça peut être une bonne porte d'entrée puisqu'il est extrêmement bien. Donc voilà, foncez. Et enfin, on arrive au top du top, à ma meilleure lecture de cette année. Si je vous dis qu'il s'agit d'une saga, une trilogie, je pense que la majorité d'entre vous pourra dire de quel livre je veux parler. Il s'agit évidemment de The Poppy War de A.F. Kuang. Donc il s'agit de la même autrice qui a écrit Babel. Décidément cette liste est sponsorisée. Mais ça fait partie de ces livres de fantasy que je veux lire depuis extrêmement longtemps. J'ai fait plusieurs reviews détaillées sur The Poppy War, notamment une où je présente tout ce que j'ai aimé dans cette saga. Je vous encourage vivement à aller la voir, il n'y a pas de spoil, donc vous pouvez foncer pour la voir. En gros, The Poppy War, c'est de la dark fantasy gore sur base historique de colonialisme et de guerre sino-japonaise, agrémenté de dieux, pouvoir et addiction. En gros. Si vous voulez un truc extrêmement trash, extrêmement gore, si vous aimez tout ça, qui va montrer tous les aspects de la guerre, vraiment, donc c'est The Poppy War. Donc évidemment on va parler de guerre et c'est ça qui est au centre du récit, c'est la guerre dans tous ses aspects, que ce soit son aspect le plus violent, que ce soit les pillages, les traitements faits aux femmes par les soldats, donc viol, mutilation, vous imaginez bien, des scènes d'un gore, d'un dégoût absolu. Je ne suis pourtant pas quelqu'un de sensible et pourtant ça m'a énormément affectée.
que ce soit la famine, les conséquences aussi des guerres, la difficulté à remettre en place un gouvernement, la guerre civile qui peut y avoir par la suite, les invasions, un siège, de la guerre politique, de la guerre psychologique contre ses adversaires, enfin voilà. Et aucun aspect ne se cache de ce qui a pu se passer dans la vraie vie. Et honnêtement, si on trouve que certains livres sont gore, je vous assure que tout a été fait en pire, en vrai. Et je sais que O.F. Kuang n'a fait aucune exagération sur ce qui s'était vraiment passé lors des guerres sino-japonaises, etc. Si vous êtes capable d'encaisser tout ça, si vous appréciez les personnages torturés, gris, qui doivent prendre des décisions horribles et qui n'ont pas forcément peur de les prendre, et où chaque décision va entraîner la mort de centaines de milliers de personnes, et voir un petit peu comment ils réagissent par rapport à ça, voir ce qu'ils sont prêts à faire pour gagner une guerre, pour vaincre leur opposant, voir jusqu'où ils sont prêts à aller, quel est le prix finalement d'une victoire, qu'est-ce que ça va coûter, qu'est-ce que ça va impliquer, voir tous les biais cognitifs, tous les raisonnements qu'on peut avoir quand on est face à ce genre de décision, quand on est face à des manipulations, à une position de pouvoir, à tout ça, enfin extrêmement de choses, encore une fois. Toutes ces choses ont pour conséquence la mort atroce de centaines, de milliers de personnes. Donc voilà, c'est une saga sympathique, mais c'est une saga qui m'a fait réaliser beaucoup de choses, qui m'a fait apprendre énormément sur l'histoire de la Chine. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, j'en parle plus en détail dans ma vidéo dédiée. Ça a été vraiment une lecture très instructive. Il y a certaines scènes, comme je vous l'ai dit, d'un gore atroce. Il y a certaines scènes où je me souviens presque des mots qui sont utilisés. Il y a certains plot twists dont je me souviendrai encore une fois pendant très très longtemps. Et vraiment, lisez The Puppy War si vous pouvez supporter tout ça. Il y a énormément de trigger warning. C'est des lectures très dures. Si vous ne pouvez pas, je peux comprendre. Il faut le savoir en y allant, mais si vous pouvez endurer tout ça, et si c'est quelque chose même qui vous fait plaisir, moi j'aime bien les choses de dark fantasy, et ben franchement allez-y parce que je pense que vous ne serez pas déçus. Et peut-être qu'après cette vidéo, j'arrêterai de parler de The Puppy War. Mais donc voilà, c'était ma meilleure lecture de l'année. Tome 2 peut-être un petit peu en dessous, j'avais adoré le tome 1, évidemment le tome 3 aussi. Le tome 1 est peut-être celui qui m'a le plus marqué, mais le tome 3 dans l'évolution plutôt psychologique est très intéressant aussi. Il n'y a que le tome 1 qui est traduit en français. Comme Babel, c'est une lecture qui est pas très accessible, qui est assez difficile, donc il faut avoir un bon niveau d'anglais. On ne sait pas encore si les tomes 2 et 3 seront traduits. Pas de nouvelles, mais d'un autre côté, ils ont fait sortir le tome 1 en poche, donc c'est bizarre de pas continuer la traduction. Enfin, on sait pas trop quoi. On sait pas trop. Donc à voir. Je vous recommande quand même de tenter le tome 1, puisque on a quand même envie de savoir, mais le tome 1 a pas énormément de cliffhanger, c'est quand même une histoire à part entière, on pourrait presque s'arrêter au tome 1. Pour les tomes 2 et 3 c'est plus compliqué, mais pour le tome 1 ça fait quand même une histoire à part entière. Et même si vous ne pouvez lire que celui-là, je vous encourage vraiment à le lire. J'aimerais pas que ça vous décourage d'aller lire ce livre juste parce qu'il n'y a pas les tomes 2 et 3 comme je vous dis. Allez-y, même si c'est que pour le tome 1. Et je pense que je vais m'arrêter là sur mon gush de cette saga parce que il faut vraiment que j'arrête d'en parler. Je pense que si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous ne serez pas du tout surpris de ce que j'ai mis dans ces tops. À mon avis, vous vous y attendiez un petit peu. Mais du coup, dites-moi si vous en avez découvert de cette sélection grâce à moi, ou même si vous les aviez déjà lus avant, ce que vous avez pensé des livres. Si vous n'avez pas aimé certains livres dont j'ai parlé, n'hésitez pas à me le dire aussi. Si je vous donne envie d'en lire, n'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas non plus à me partager votre propre top de l'année ou même vos vidéos top de l'année si vous en avez. Ce sera un plaisir d'aller les voir. Et donc ceci conclut mes vidéos de fin d'année 2022. Et donc j'espère que la prochaine année 2023, qui est déjà un petit peu entamée maintenant, sera tout aussi riche en bonnes découvertes, même encore plus riche en bonne découverte, et que l'année prochaine je pourrais vous faire un top 10. Et sur ce, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.